On est extrêmement heureux de vous recevoir pour ces réflexions qui concernent l'état de droit. La première conversation qu'on a eue à ce sujet portait sur la tension qui est en train de se créer avec les régimes autoritaires et les tentatives de démocratie illibérale qui existent même au sein du principal espace de liberté mondiale qui est l'Union européenne. On avait l'intention de zoomer de façon plus détaillée sur ces grands enjeux, en commençant par le questionnement sur la révolution numérique qui va aussi bousculer les schémas classiques de l'état de droit. Évidemment, pour en Brunei? discuter, il nous faudrait un temps extrêmement long. Nos intervenants vont toutefois déjà brosser un premier paysage, poser un premier paysage pour comprendre la chose. Merci beaucoup à chacun et à chacune d'être là pour écouter Madame Ferralchoul, qui est présidente du Conseil national des barreaux. Merci beaucoup à vous d'être présente. Merci aussi à Myriam Kéméner, Catherine Amélie Chassin, Annabelle Richard, Jean-Marie Cavada et Louis Bernard Buchmann qui vont intervenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails biographiques puisque Charlotte, qui nous fait le plaisir de modérer cet échange, va vous présenter les qualités de nos intervenants, mais je voudrais les remercier très chaleureusement puisqu'on va aborder un sujet extrêmement délicat. Comment est-ce que les libertés fondamentales peuvent être à la fois sublimées, mais aussi mises en danger par la révolution numérique, par ce qu'on a appelé les disruptions digitales, pour ne prendre que 4 exemples, parce que sinon je ferai la conférence à moi tout seul si je commence à me lancer, et c'est pas le but. L'actualité nous a montré encore très récemment que la liberté de la presse à l'heure du numérique est un enjeu extrêmement sensible, qu'il est absolument nécessaire de trouver un équilibre entre ce que sur les réseaux sociaux chacune et chacun peut diffuser et en même temps de préserver l'intégrité morale et physique des forces de l'ordre, et que ça peut induire des questions absolument dramatiques pour la liberté de la presse qui n'ont pas forcément été prises à la mesure de ce qu'elles pouvaient être. Il y a évidemment aussi des enjeux sur le respect de la personne humaine qui fait partie des libertés fondamentales. On n'est toujours pas parvenu à un consensus législatif sur la façon dont on pouvait à la fois préserver la liberté d'expression et en même temps faciliter la modération de contenu vis-à-vis des discours de haine en ligne. Ce sujet plus largement s'inscrit dans la façon dont la modération de contenu a lieu sur les grandes plateformes numériques, y compris vis-à-vis des informations manipulatoires, des campagnes de manipulation de l'information qu'on appelle souvent fake news. On ne va pas réemployer nécessairement ce terme qui nous a été gentiment produit par le producteur en chef de fake news, aka le futur ancien président des États-Unis. Et puis, dernier sujet qui, je sais, tient beaucoup à cœur à Christiane Ferralchoul qui porte ce sujet-là dans le débat public, c'est évidemment comment la révolution numérique, à travers l'émergence des algorithmes d'intelligence artificielle, peut elle aussi transformer la façon dont la justice est rendue. De façon générale, il peut y avoir d'énormes problèmes de discrimination par les décisions produites par des robots. Si les bases de données sur lesquelles les robots sont entraînés, conçus et produisent des décisions sont elles-mêmes porteuses de biais discriminants, mais dans le système judiciaire, ça va porter des conséquences institutionnelles majeures et il faut imaginer voies de recours, moyens de contrôle, transparence des procédures qui sont des sujets passionnants. Je dirais plus loin encore si on avait le temps de parler de capitalisme de surveillance et s'élever sur des conjectures un peu plus théoriques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je voudrais juste simplement signaler qu'on a autour de la table des intervenants qui viennent de différents milieux sur lesquels l'Institut Open Diplomacy a travaillé. J'ai mentionné évidemment le Conseil national des barreaux, mais on a eu la chance de porter cette année l'initiative des parlementaires pour la paix qui a vu le jour dans le cadre de l'initiative Normandie pour la paix et qui s'est matérialisée à Caen en début octobre par la publication de la plateforme parlementaire pour la paix dans laquelle il y a des sujets extrêmement intéressants sur la façon dont on peut, à l'échelle internationale, s'intéresser à la façon de traiter ces dangers numériques pour l'état de droit. Et la sénatrice française Catherine Morin-Desailly, qui a porté ces sujets-là, présidait jusqu'à très peu de temps la commission de la culture, des médias et de l'éducation au Sénat.
et elle m'a chargé de vous signaler les travaux que les parlementaires ont réalisés ensemble, des parlementaires qui viennent de 10 États différents, qui ont réussi à trouver un consensus sur la façon de traiter ce sujet-là, ce qui nous a permis, je voulais le mentionner, de croiser le chemin de Madame Chaffin, ce qui me permet de transmettre à Charlotte le soin de vous présenter nos intervenants, de lancer cette discussion en vous souhaitant de bons débats. La liberté d'expression est totale ici, dans les limites de la moralité et de la légalité, ce qui vous permet à chacune et chacun de poser vos questions via le chat et au fur et à mesure de la conversation, Charlotte les prendra en compte. N'attendez pas la fin de la discussion pour poser vos questions. C'est toujours plus intéressant pour les orateurs d'avoir un échange qui vit et qui se nourrit petit à petit des conversations. Et merci beaucoup à Charlotte qui va les intégrer dans les discussions. Bonne soirée à tous. Merci Thomas pour ton intervention et tes mots d'ouverture. Bonsoir à tous, bienvenue. Je rappelle rapidement les horaires. Donc, nous avons commencé à 18h30 et nous terminerons à 20h précise. Je modère ce soir notre conversation. Je m'appelle Charlotte Veldkamp. Je suis fellow de l'Institut Open Diplomacy depuis environ 1 an et je suis basée à Amsterdam. Pour notre discussion de ce soir, nous sommes ravis de recevoir Monsieur Jean-Marie Cavada, ancien député européen et président de l'IDF Rights, Institute for Digital Fundamental Rights. Ensuite, nous avons Madame Catherine Amélie Chassin, qui est secrétaire générale de l'IIDHP et maître de conférence à l'Université de Caen-Normandie, spécialisée sur les droits de l'homme, les libertés publiques et l'état de droit. Je souhaite également la bienvenue à Madame Christiane Ferral-Schul, présidente du Conseil national des barreaux. Ensuite, nous avons Madame Myriam Kemener, magistrate et avocate générale à la Cour d'appel de Paris, auteure également du livre « Le droit face à la disruption numérique », qui est paru en 2018. Ensuite, nous avons Madame Annabelle Richard, avocate associée au cabinet Pinsent Masons, j'espère le prononcer correctement donc, et membre de Renaissance numérique. Et en clôture, nous recevrons Monsieur Louis-Bernard Buchmann, avocat, président de la Commission internationale du Conseil national des barreaux. Excusez-moi. Donc, je rappelle rapidement les règles du jeu de ce DiploLab. Il se déroulera de la façon suivante. Nous aurons d'abord environ 30-40 minutes de discussion modérée avec les intervenants, suivi ensuite d'un échange avec le public de 30 à 40 minutes également. Et donc, pour faciliter cet échange, je vous invite à poser vos questions directement dans le chat de cette plateforme Zoom que vous trouvez sur votre écran. Donc oui, voilà, comme a dit Thomas, posez vos questions tout au long de la conversation et nous y reviendrons par la suite. Nous allons commencer ce panel par 4 larges questions adressées à nos panélistes. Et je demanderai peut-être ensuite de préciser au cours de notre conversation. Donc, j'ai comme toute première question, et je rappelle qu'elles sont donc larges. La première question, c'est quelles sont, selon vous, les plus grandes menaces actuelles dans la sphère digitale auxquelles fait face l'état de droit? Je vais passer la parole tout d'abord à Monsieur Jean-Marie Cavada pour répondre à cette question et avoir votre avis. Pour être rapide, merci d'abord de votre invitation. Merci de la préparation qui était très claire et c'est très rare dans les webinaires que ce soit aussi clair et aussi bien formalisé. Et je veux saluer tous les participants ainsi que ceux qui sont en ligne. Je ne suis pas un juriste et par conséquent, je me pose du point de vue du droit comme quelqu'un qui est un utilisateur du droit pour aboutir aux fins d'équilibre démocratique dont nous avons besoin, dont le droit est un acteur principal. Je vais donc décrire le paysage tel que je le vois évoluer. Si nous avions eu cette réunion il y a une demi-douzaine d'années, la tonalité eût été assez pessimiste parce que vouloir réclamer une modernisation du droit pour défendre les libertés fondamentales humaines ou bien, je dirais, la souveraineté économique des entreprises, dont le pillage des données est quand même assez important à travers le monde, eh bien, on m'aurait dit de quoi vous parlez, il n'y a pas de danger, tout va bien. Je fais allusion à la grande prosternation devant le numérique qui a eu lieu sur le continent européen pendant presque une vingtaine d'années, 15 bonnes années en tout cas. Depuis quelque temps, depuis notamment ce à quoi nous avons eu la possibilité de participer, 2 ou 3 collègues et moi-même, c'est-à-dire la création de la mise en place du RGPD d'une part et puis d'autre part
la mise en place, le vote de la directive droit d'auteur et droit voisin, qui a pour but de protéger la presse du pillage dont elle est victime et donc de la mort programmée si on ne rétablit pas la répartition de la richesse collectée par les plateformes. Depuis quelques années, donc, l'Europe est une sorte de leader dans cette affaire qui montre un exemple un petit peu au forceps par moment, qui est très incomplète par ailleurs, il faut le reconnaître, mais en même temps qui est accompagné maintenant depuis 2 ou 3 ans par des enquêtes un petit peu partout à travers le monde, des protestations, des procès. Bref, pour terminer, je dirais que ce paysage numérique aujourd'hui est tout à fait assiégé par des demandes de normalisation, de régulation. Et pourquoi je le présente de cette façon? Parce que dans les sociétés démocratiques, nous avons laissé se développer un moyen de communication tout à fait remarquable qui change l'avenir des choses et c'est très positif, mais en laissant se développer des attitudes et un commerce hors la loi, totalement hors la loi dans bien des cas, hors des lois du commerce, hors des lois de la concurrence, hors des lois qui protègent les individus, les libertés individuelles et collectives. Et je suis donc très amateur très demandeur d'écouter ce que vont dire les juristes dans leurs propres convictions, parce que le moment est venu pour l'Europe de réguler, ce qui ne veut pas dire empêcher ni censurer. Je pense que la liberté d'expression a pour corollaire la responsabilité d'expression. L'exemple des médias le montre d'ailleurs. Et que donc le moment est venu que les juristes d'une part et les politologues, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas ceux qui ne peuvent pas se passer du droit pour faire aboutir leurs idées, eh bien, avancent ensemble pour faire, je dirais, progresser l'exécutif, les exécutifs et l'exécutif européen d'une part, et d'autre part, le législatif et les législatifs des 27 pays membres. Autrement dit, la parole est maintenant à l'Europe et à ses juristes et à ses politologues ou à ceux qui pensent res publica pour mettre en place cette normalisation des GAFAM notamment, en attendant les BATX et quelques autres tricheurs. Merci, Monsieur Cavada. Madame Ferralchul, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oh, j'ai beaucoup de choses à ajouter. Votre question est à la fois très large et sans être exhaustive. Je voudrais dire que ce qui frappe le plus, enfin la plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la fracture numérique, dont on ne parle pas encore suffisamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne prend que l'exemple de la France, vous avez 25% des Français qui ne sont pas équipés pour accéder à un réseau de communication. Et aujourd'hui, accéder aux services publics, tout simplement, n'est pas une réalité partagée par tous. Il faut en être conscient, il faut le rappeler, et quand vous regardez à l'échelle de la planète, la fracture numérique accentue les inégalités. Et l'accès à l'Internet, je le rappelle, relève du droit à la communication des pensées des opinions, prévu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et sur ce terrain-là, on est sur un point extrêmement sensible. Mais il y en a d'autres. Il y a notamment le fait qu'aujourd'hui, toujours dans cette décision d'accéder ou non à l'Internet, il y a donc ceux qui ne peuvent pas y accéder faute de moyens, mais il y a aussi toutes les limites d'accès à Internet qui sont imposées dans certains États. Vous le savez, de nombreux gouvernements privent leur population en partie ou en totalité, les accès à Internet bridés, on l'a vu dans certains pays. Il y a les techniques de blocage, on sait qu'on n'accède pas de la même manière à Internet en Chine, en Inde et au sein de l'Union européenne. Ces inégalités-là, il faut en être conscient. Et puis, vous avez également toute la violence qu'il y a sur Internet, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, et donc toute la régulation des contenus haineux qui sont un véritable enjeu pour l'état de droit. Et je dirais que pour superposer tout ça, vous avez évidemment la confrontation des législations. Alors c'est un vieux débat, le problème de l'Internet, c'est qu'il est transfrontière et que les États ont chacun leur propre législation et que nous arrivons à ces ruptures d'égalité et de dénominateurs communs
à travers la planète. Et si on arrive, pour ne parler que des contenus illicites, à certains dénominateurs communs, comme la pédopornographie par exemple, on sait qu'il y a bien tout le choc des propos haineux, de même la définition de ce qui est licite ou illicite selon les législations. Et vous avez je dirais en fond de décor, eh bien, la puissance des GAFA qui vient ici remettre en question l'autorité de l'état de droit. Voilà, c'était vous dire que les sujets sont très, 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 très larges. Oui, merci, vous en avez fait un beau résumé assez concret. Donc, merci. En tant que magistrate, Madame Myriam Kemener, j'aimerais bien avoir votre avis également sur cette question. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir convié à cet échange vraiment passionnant. Alors, effectivement, déjà, le droit face à cette révolution, disruption numérique, c'est quand même assez bien adapté. On peut dire qu'il y a un socle qui a survécu au temps. Je vais prendre quelques exemples, notamment, bon, même si elle a subi des modifications, la loi de 1880, la loi de 78, la loi de 88 sur les atteintes au système. Donc, il y a un socle qui a résisté et s'est progressivement adapté. Et effectivement, l'Europe, comme ça a été dit en introduction de façon tout à fait brillante, l'Europe a un rôle majeur à jouer dans un esprit d'harmonisation des législations. On a parlé du RGPD. C'est vrai que le RGPD a eu ce mérite de finalement créer un peu un électrochoc pour les personnes qui n'avaient pas mesuré les enjeux de la protection des données, même si beaucoup de textes existaient auparavant. Et je vais prendre d'autres exemples. Je pense à la directive Nice qui a été transposée, qui permet de sécuriser les systèmes d'information. Et c'est vrai qu'actuellement, face aux nouveaux acteurs, il y a des réflexions… ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Qui vont certainement aboutir. Vous m'entendez là? Oui, oui, allez-y. Je pense au Digital Service Act. Il y a… Dans 2 minutes, on a quelqu'un qui est rentré, je pense, dans la conversation. Ah, on a une cyberattaque. C'est pas très clair. En tout cas, pour continuer, c'est vrai que les enjeux sont extrêmement forts. C'est des enjeux stratégiques, des enjeux aussi de souveraineté. C'est vrai qu'actuellement, les plateformes… Myriam, on ne vous entend pas bien. Vous m'entendez là? Vous êtes près de votre micro, oui, madame. Oui, je me suis rapprochée. L'Europe a un rôle tout à fait essentiel, hein, je dirais, de moteur pour faire évoluer les textes de façon coordonnée, parce qu'on est face à des enjeux de souveraineté. C'est ce que j'étais en train de dire juste avant qu'il y ait eu cette petite cyberattaque. Des enjeux de souveraineté face aux GAFAM, notamment, d'autres plateformes qui ont tendance à avoir le monopole et s'affranchir de la législation. J'ai eu un cas très concret récemment d'une plateforme qui s'était soustrait à la réglementation en matière de droit du travail. Et c'est suite à la jurisprudence Uber que vous devez tous connaître, hein, c'est-à-dire qu'il a considéré que les personnes travaillant pour ces plateformes a été dans un lien de subordination par rapport à cette plateforme et donc passé du statut d'auto-entrepreneur à salarié, et ça a des incidences pénales. Et je suis véritablement en ce moment au cœur d'une procédure qui est une illustration que finalement le droit, dans ses dispositions actuelles, peut apporter des réponses très concrètes. Puisque suite à ce non-respect, finalement, on parle même des nouveaux esclaves, hein, ces personnes qui sont quand même exploitées par certaines plateformes,
Ça aboutit. Face à ce constat, une enquête a été diligentée et une procédure est en cours pour travail dissimulé et non-paiement des charges sociales. Donc, on voit bien que le droit, face à ces disruptions, s'adapte, même si parfois il faut évidemment apporter quelques améliorations ou modifications. Tout à l'heure, on parlait de la loi de 1881 et en particulier de l'apologie du terrorisme face à ce déferlement de haine après les attentats. Il y a eu un transfert de cette infraction d'apologie dans le code pénal pour apporter des réponses plus rapides, comme par exemple comparution immédiate et condamnation des auteurs d'apologie du terrorisme, ce qui était quand même extrêmement difficile avant ce transfert apporté par la loi de 2014, le 13 novembre 2014. Donc, c'est une adaptation constante où l'Europe a véritablement un rôle très actif. Mais il faut évidemment se coordonner et c'est toute la dimension internationale de cet espace numérique qui fait travailler l'ensemble des acteurs, hein, pas que les juristes, hein, parce que nous travaillons aussi de plus en plus avec des ingénieurs, les personnes qui sont victimes de ces attaques. On travaille aussi avec les entreprises qui ont des remontées d'informations tout à fait pertinentes. Voilà, mon propos est un peu décousu, mais le sujet est tellement vaste que je pense que je reprendrai la parole durant ces échanges. Merci. Oui, je vais rappeler à tout le monde d'essayer de parler proche du microphone. Je me suis approchée. Voilà, ça marchait mieux vers la fin. Merci. Vous avez touché à différents sujets, oui, mais vous avez aussi touché au début de votre réponse au rôle de l'Europe à ce sujet. Et ça va mener à notre prochaine question que j'aimerais d'abord poser à Madame Richard. Est-ce que l'on peut parler, selon vous, de surveillance de masse ou de capitalisme de surveillance en France et en Europe? Alors, comme ça a été évoqué par Madame Kemener et par Madame Ferrachul, aujourd'hui, parler de digital et considérer qu'il y a encore des frontières et que certains phénomènes peuvent exister uniquement dans certaines juridictions définies territorialement, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, ce qui existe aux États-Unis, en Chine, en Russie, existe également chez nous. Il peut y avoir des choses qui sont plus ou moins dominantes à un instant T, des tendances, des choses qui font plus le buzz ici ou ailleurs, mais la vérité, c'est que ça existe partout. Et donc, à partir du moment où on considère que les phénomènes de surveillance de masse et de capitalisme de surveillance existent, ils existent chez nous comme ils existent ailleurs. Je pense que alors le capitalisme de surveillance, c'est un concept qui essaye de rassembler plusieurs concepts sous une même bannière, on va dire, qui essaye d'expliquer de nouveaux business models ou modèles économiques qui sont basés exclusivement sur l'exploitation des données qui a pour but de connaître les individus de façon à être capable de prévoir avec un degré de certitude le plus élevé possible leur comportement, et qui, dans la nouvelle génération, entre guillemets, d'exploitation des données qui peut être faite, une fois qu'on a pu être certain des comportements à venir des individus, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire non plus subir et prévoir, mais provoquer. Et donc, on manipule l'individu, même si c'est un très vilain mot en français et qu'il n'y a pas toujours des intentions excessivement malveillantes derrière, mais c'est quand même une forme de manipulation de l'individu
qui va coupler tout ce que l'on sait de lui avec tout ce que l'on est capable de lui injecter en termes de contenu, mais plus largement que ça, dans tous les petits outils de sa vie quotidienne. Et ça, que ce soit sur le développement de l'ensemble des objets connectés qui existent largement autant en France et en Europe qu'ailleurs, mais aussi on a beaucoup parlé du capitalisme de surveillance quand on parlait du jeu Pokémon Go, qui a eu largement autant de succès en Europe qu'il en a eu dans d'autres régions du monde. Donc oui, c'est une longue façon de répondre que pour moi, effectivement, surveillance de masse et toutes les tentations qui sont accrochées, Madame Kemener parlait du terrorisme, ça nous renvoie à une vaste question qui n'est pas nouvelle, mais qui est posée encore différemment par le numérique, c'est à quel moment doit-on accepter des atteintes à nos libertés civiles, à nos libertés fondamentales, pour lutter contre des maux qui sont plus grands que nous ne sommes individuellement. Typiquement, le terrorisme peut en être une. On est confronté en ce moment à une situation sanitaire qui peut aussi être considérée comme justifiant, pour certains en tout cas, des atteintes à nos libertés civiles. Donc, ça existe chez nous, ça existe en France, en Europe, ça existe partout. Ça n'est pas un phénomène localisé. Tout à fait, merci. Vous avez parlé d'atteinte aux libertés. Donc, j'aimerais passer la parole à Madame Chassaing à ce sujet, sachant que vous êtes spécialisée sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Merci beaucoup, bonjour. Non, je voudrais peut-être revenir un tout petit peu sur la notion d'état de droit dont on parle depuis tout à l'heure, mais qu'on n'a peut-être pas défini, et tout simplement pour peut-être pointer le fait qu'on est peut-être en train de passer dans une troisième dimension de l'état de droit. C'est une proposition que je fais, hein, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les clés, évidemment, ce serait triste sinon. Mais on connaît, je ne vais pas vous refaire tout un cours, rassurez-vous, mais on sait que l'état de droit construit en plusieurs temps. À la fin du 19e siècle, on a eu l'idée selon laquelle le droit devait régenter, on va dire, la vie de l'État et que l'État devait se soumettre au droit, ce qui était plutôt une très bonne idée, mais on sait que, c'est ce que Jacques Chevalier expliquait dans un bouquin en 2002 ou 2003, pas n'importe quel droit, c'est-à-dire que cet aspect formel, il est très bien, mais il aboutit à des droits du type le droit nazi qui est évidemment injustifiable, pour reprendre l'expression de quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il y a, c'est que effectivement, l'état de droit, c'est la soumission au droit, mais ça ne suffit pas. Il va falloir déterminer quel droit. Et de ce point de vue-là, la Seconde Guerre mondiale a été la prise de conscience de ce que, à ce volet formel, c'est-à-dire l'obligation de se soumettre au droit, devait être joint un aspect matériel. Et ce qui est important, c'est que cet aspect matériel, en réalité, on le connaît depuis 1945. Il y a un texte que je cite souvent à mes étudiants. Bon, j'arrive pas à retrouver le papier, c'est pas grave. Mais il y a un texte que je cite souvent à mes étudiants, que je ne vais pas vous relire, rassurez-vous, mais c'est le préambule de la Charte des Nations Unies. Vous avez tout dans le préambule de la Charte des Nations Unies. Il y a le principe de la dignité de la personne humaine, il y a le principe de la soumission aux droits, le respect des droits fondamentaux, le principe de l'égalité homme-femme, tout est dans la Charte des Nations Unies. Et donc, en fait, vous avez derrière cette idée assez simple finalement, selon laquelle l'état de droit, ce n'est pas le fait de se soumettre à n'importe quel droit, c'est de se soumettre à un droit qui est respectueux de ces valeurs qui sont mentionnées, qui sont les buts des Nations Unies et qui sont mentionnées dans le préambule de la Charte. C'est ce que font les États, et notamment les États européens, mais pas seulement, c'est ce que font les États effectivement depuis un certain nombre d'années. On sait que ça ne marche pas toujours très bien, sinon tous les avocats seraient au chômage et les universitaires rentreraient élever les chèvres, mais matériellement, effectivement, malgré les bugs, si vous me permettez cette expression, justement, on a le recours à un juge. On a la possibilité de porter en justice, que ce soit devant des juridictions internes ou devant des juridictions européennes, on a la possibilité de porter en justice, effectivement, les problèmes que l'on a. Ce qu'il y a, c'est que ce droit, il est adapté, effectivement, il essaie de se construire, mais on l'a vu avec des expériences récentes sur la tentative de loi, enfin la tentative, ce qui en reste a été promulgué, mais prenons la loi de juin dernier sur le discours de haine sur Internet, on voit bien que c'est très compliqué parce qu'on a un législateur finalement qui ne sait pas trop comment faire face
justement au géo de l'Internet et aux plateformes, qui fait peser sur des acteurs privés un travail qui occupe déjà à temps plein des avocats et des magistrats. Et je pense que les avocats et les magistrats ici ne me contrediront pas en disant que les notions justement d'incitation à la haine, de négation des génocides, etc., ce n'est pas des notions comme ça que n'importe qui peut trouver en moins de 24 heures. Donc effectivement, la tentative de loi Avia montre bien que c'est assez compliqué. Et donc se pose peut-être la question de savoir si il ne faudrait pas aujourd'hui envisager une troisième dimension. L'état de droit serait un état de droit formel, un état de droit matériel, respect effectivement des droits et libertés, mais peut-être également se poser la question de savoir comment, dans le cyberespace, on peut tenter, enfin dans la sphère Internet en tout cas, on peut tenter de préserver ces droits de l'homme, sachant que, et je m'arrête là-dessus parce que je suis capable d'en parler pendant très longtemps et je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais sachant que le problème, c'est que nous sommes tous, enfin c'est mon cas, mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les droits de l'homme sont fondamentaux, sont essentiels, etc., que l'état de droit est quelque chose d'absolument essentiel. Les Nations Unies ont commencé à en parler avec les déclarations de Vienne en 1993. C'est quelque chose de très récent et c'est quelque chose qui est loin d'être universel, l'état de droit et les droits de l'homme. Donc matériellement, c'est peut-être pas si simple que cela. Tout à l'heure, l'un de nos intervenants parlait de la liberté d'expression. La liberté d'expression telle qu'on la conçoit aux États-Unis, et pas du tout la liberté d'expression telle qu'on la conçoit en Europe. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué, à mon avis, de parler d'état de droit et de parler de liberté sans essayer de trouver, en tout cas, un socle commun, pas face à un phénomène aussi mondial qu'est Internet. J'arrête de parler. Merci pour votre intervention. Vous avez posé en fait la question de comment préserver les droits de l'homme dans la sphère Internet, en sachant que l'état de droit est donc récent, mais tout à fait essentiel. Et j'ai vu Monsieur Cavada acquiescer, donc j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez une réponse à cette qu'a posée Madame Chassaing? Je vais être encore une fois relativement sommaire et rapide parce que pour moi, le droit, encore une fois, est l'instrument le mieux qualifié pour stabiliser ce qui est le plus précieux dans nos démocraties, c'est-à-dire l'équilibre, la séparation des pouvoirs, les libertés, etc. Et je voudrais profiter de cette réunion de personnalités vraiment très intéressantes par parenthèse. Hein. Ça n'est pas une flatterie. Là, d'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai pris des notes, ce qui m'arrive rarement dans un webinaire, pour vous poser la question suivante. Aujourd'hui, nous tournons beaucoup autour de la notion de fake news, la notion de contenu haineux. Ça n'est pas la première fois. Déjà, pratiquement dans la conférence des minorités en 1935 à Madrid, deux très grands juristes, l'un qui s'appelle M. Lauterpacht, l'autre qui s'appelle, j'ai oublié son nom d'ailleurs, l'un est concepteur de la notion de génocide et le deuxième de la question de crime contre l'humanité, on posait ces questions. Donc, c'est vraiment quelque chose d'évolutif et de quasiment de façon permanente, une question qui revient au fur et à mesure des progrès technologiques ou bien au contraire des antagonismes des frontières ou qui ont donné lieu à des guerres. Pour moi, il y a quand même une règle assez simple qui a bien fonctionné pendant un siècle à peu près dans les démocraties, même si chaque continent, l'Europe d'un côté, les États-Unis de l'autre, je laisse l'Asie pour l'instant de côté, ont une propre adaptation, comme vient de le dire notre dernière interlocutrice, Mme Chassaing, ont une propre conception de leurs droits, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose. Mais dans les deux continents en question, ce qui a très bien fonctionné aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est la notion de régulation de la liberté de la presse. Quand je dis régulation, c'est-à-dire que la presse a une très grande liberté, mais plus cette liberté est grande, plus elle est assortie de responsabilités, lesquelles responsabilités sont surveillées par le droit précisément, sont codifiées par le droit. Et moi, je voudrais savoir, je me bats depuis plusieurs années, mais sans très grand succès sur ce sujet, je voudrais savoir pourquoi nous ne travaillons pas en Europe, puisqu'il faut faire des actions, je dirais, politiques et juridiques, continent par continent, pays par pays, ça n'est pas suffisant. C'est bon pour ouvrir une porte, mais ce n'est pas suffisant pour avoir un encaissement global. Pourquoi ne travaillons-nous pas sur un schéma comparable pour les plateformes? De mon point de vue, les plateformes, ce ne sont d'abord que des tuyaux, comme l'eau chaude, l'électricité ou l'évacuation des eaux usées, si vous me passez l'expression. Ce qui est très important, c'est ce qu'il y a dedans. Et par conséquent, la codification, la régulation doit porter totalement
sur ce qu'il y a dedans. Et pour moi, une plateforme, c'est un média. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que ça part d'un point vers une communication au grand public, une communication publique, comme on dit du point de vue juridique en Europe. Et je ne comprends pas que l'on ne pousse pas plus avant, notamment dans le milieu juridique, qui serait très utile pour faire avancer le schmilblick dans cette affaire, pour qu'on ne travaille pas plus avant sur la possibilité de qualifier sur le continent européen les plateformes de toutes les libertés et de toutes les responsabilités juridiques qu'ont les médias. Les médias, s'ils outrepassent la loi, ils sont comme vous et moi. Si je descends dans la rue pour dire « ah bah les juifs, ah bah les arabes, ah bah les homosexuels et je ne sais pas quoi », ou bien « Hitler est un grand homme et le révisionnisme est formidable », je vais en prison, ou en tout cas j'ai de lourdes peines. Eux, non. Et non seulement, mesdames, messieurs, non seulement ils n'ont pas de lourdes peines, non seulement on ne peut pas les coincer, ce qui fait des dégâts terribles dans la démocratie, mais ils gagnent de l'argent avec. C'est pourquoi je pense qu'ils sont profondément hors la loi et qu'il faut prendre ce biais de qualification de médias pour essayer de voir si ça peut aboutir ou pas. Merci, Monsieur Cavada. Merci à vous. Oui, c'est peut-être aussi cet aspect financier qui revient donc un peu à l'idée de capitalisme de surveillance. Et je pense aussi que c'était un très bon point sur le fait que les médias sont un tuyau. J'avais jamais pensé à cette métaphore. Mais ça complique également l'idée de responsabilité. Où est la responsabilité si les médias sont, enfin, si les médias sociaux, par exemple, sont un espèce de tuyau seulement. Et j'aimerais passer la parole à Madame Ferralchul à ce sujet. Alors, merci. Les opérateurs sont assimilés à des tuyaux et je voudrais rappeler qu'il a fallu 10 ans pour construire et finaliser la loi de 2004 sur la confiance dans l'économie numérique. Alors, que dit cette loi ? Elle fait la différence entre l'hébergeur et l'éditeur et l'opérateur. En fait, on retrouve grâce à cette loi cette distinction qui fait que l'opérateur, oui, le fournisseur d'accès va être ce fameux tuyau qui est évoqué. Le fournisseur d'hébergement va avoir une responsabilité sauf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lui notifie un contenu illicite, il a l'obligation de le retrait et puis implicitement cette loi conserve cette responsabilité de l'éditeur. Où est le problème? Le problème est que sur ces réseaux qui se sont développés sur un modèle économique inédit à l'époque, parce que chacun peut y aller, il y a une gratuité qui trouve son compensation sur, on le sait, le profilage, les données personnelles et autres. La difficulté vient de ce que, dès que la loi de 2004 est sortie, dans les 2 années qui ont suivi, on est passé au Web 2.0 et les frontières qui avaient été mises en place se sont dissoutes dans l'apparition des Dailymotion, des Facebook et autres, qui avaient cette double casquette à la fois de fournisseurs d'hébergement et d'éditeurs. Et on voit bien que toutes les affaires qu'il y a eu, et on a tourné en rond dans la jurisprudence pour essayer de déterminer quand est-ce qu'ils étaient responsables du contenu, ce que disaient les ayants droit de contenu, hein, qui disaient mais il y a une marque, vous intervenez sur le contenu, et vous avez raison, Monsieur Cavada, dans ces cas-là, ils sont assimilables à des médias, et puis eux qui disaient mais je ne contrôle pas le contenu et le concept, et que l'internaute a cette double casquette finalement d'utilisateur et aussi de producteur de contenu. Alors moi, la seule chose sur laquelle il me paraît important d'insister, c'est que l'une des difficultés que l'on rencontre face au numérique, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, on veut créer une loi. Donc, on crée une loi. Alors, je ne sais plus qui a dit une émotion, une loi. C'est vrai. Et quand on fait l'addition de toutes ces lois, on a une espèce de millefeuille qui est absolument indigeste et qui trouve ses limites. Et qu'est-ce qui reste fondamental? Eh bien, ce sont les lois de principe.
c'est la loi informatique et liberté, même si on a été obligé de la modifier, elle a survécu pendant 40 ans, cette loi. Et finalement, c'est le concept vous savez, des recommandations de la CNIL. Les recommandations de la CNIL conduisaient sur un concept à s'adapter, et vous aviez des recommandations qui annulaient les recommandations. Vous avez la loi de la presse, bien sûr, que vous avez évoquée. Cette loi de la presse est un monument. Donc, quand on vient dire mais il faut sortir de la loi de la presse pour mettre dans le code pénal, pour répondre au cyberharcèlement, aux propos haineux. En fait, on oublie une chose, c'est que les lois, d'abord, elles existent. La quasi-totalité des infractions aujourd'hui sont répertoriées, notamment avec la loi Godfrey des années 80. On a tout. Les difficultés se concentrent où? Dans l'identification de l'auteur de l'infraction. Donc, en amont, c'est comment est-ce que je l'identifie et quid lorsqu'il n'est pas sur mon territoire, c'est-à-dire ce qui est contraire à la loi Guessot n'est peut-être pas contraire à la loi Guessot hors du territoire français. Donc, comment j'appréhende, comment je fais la preuve, comment je fais exécuter la décision. Et c'est là qu'on se rend compte que la principale difficulté, c'est la chaîne des acteurs. Avant la loi, et je pense que la loi, c'est la fausse bonne idée. C'est celle, on a l'impression que sortie d'un chapeau, la loi va apporter la réponse. Mais non, elle n'apporte pas la réponse. En revanche, il faut qu'on s'allie pour arriver à éradiquer toute cette haine, à sensibiliser, éduquer, sanctionner, mais sanctionner avec les outils dont on dispose. Alors, j'espère ne pas avoir été hors sujet. Mais c'était dans nous allons continuer, hein, de toute façon. Non, et en fait, je pense que ça va nous mener à notre dernière question, qui parle plutôt du système de gouvernance de l'Internet, donc plus largement, parce que vous avez parlé des différents acteurs à impliquer. Donc, j'aimerais revenir là-dessus et passer la parole à Madame Kemener. Je vous vois à caissier, j'aimerais bien avoir votre avis. Alors, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Nous avons un arsenal complet. Le problème, c'est effectivement la coordination entre les différents acteurs. Je vais prendre un exemple. D'ailleurs, il vient d'être réactivé. C'était la mise en place d'un groupe de contact permanent par un précédent ministre de l'Intérieur, en l'occurrence M. Bernard Cazeneuve, qui avait eu cette bonne idée de réunir, je dirais, les ministères régaliens, donc intérieur, justice, avec les principaux acteurs, hein, les GAFAM, pour justement échanger et améliorer la réactivité suite à un signalement, par exemple, de diffusion de messages de haine ou de photos portant atteinte à la dignité humaine. Et c'est que ce groupe, j'ai eu l'occasion de participer, étant détachée au ministère de l'Intérieur pendant quelques temps, et j'ai trouvé que c'était vraiment une avancée d'apprendre à se connaître, mieux répondre aux réquisitions, être davantage réactif, parce que pendant longtemps, c'était un véritable dialogue de sourds. Donc je pense qu'au-delà des textes, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, il faut définir véritablement une stratégie, des stratégies, hein, aussi bien au civil qu'au pénal. D'ailleurs, maintenant, je considère qu'il y a même une disparition, une atténuation des frontières entre les droits. Exemple, face à un site illicite, plutôt que de sanctionner, on va bloquer l'accès à ce site, hein, c'est prévu par les textes. C'est l'un des exemples parmi d'autres. Et je pense qu'effectivement, il faut arrêter de créer, je dirais, ce qu'on appelle aussi même des lois de faits divers. Je pense au happy sleeping, par exemple. Il y a eu très peu de condamnations qui étaient réprimées par l'infraction de violence qui peut être physique ou psychologique. Donc, effectivement, on a tendance à penser qu'une nouvelle infraction, ça va être un coup de baguette magique. Et il y a tout un travail qui implique la définition de stratégie, d'une politique publique, une politique pénale aussi. Mais et connaître les acteurs, c'est tout à fait essentiel pour mener à bien, peut-être améliorer, plutôt que le droit matériel, je dirais, le droit processuel. Je crois qu'il y a encore des procédures
notamment à l'international, qui sont trop lourdes. Hein. Je pense aux commissions rogatoires internationales, ça va durer. Il faudra peut-être un référé numérique. J'ai quelques idées sur le sujet, mais plutôt que de se polariser sur les infractions, il faut plutôt développer pourquoi pas à un moment donné, pour tout ce qui est lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Il y avait un comité interministériel qui se réunissait très régulièrement pour faire le point des actions, des difficultés et d'avancer ensemble. Je crois que déjà, à partir du moment où les acteurs se connaissent mieux, on a des contacts directs maintenant avec les GAFAM, avec les services juridiques. Donc, les choses avancent. Moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ce sujet. Je vois quand même une évolution parce que les acteurs se connaissent mieux. Donc, c'est tout à fait essentiel et je pense qu'il faut effectivement arrêter les textes qui sont éparpillés aussi dans différents codes. Certains éditeurs, d'ailleurs, juridiques, sont en train de faire ce que le régalien devrait faire, c'est-à-dire un code du numérique. Donc, certains textes sont méconnus. On parlait à l'instant de cette loi de 88, loi Godefroy, qui est tout à fait aussi essentielle. Hein, elle permet de réprimer des atteintes au système, du piratage, du vol d'informations au préjudice d'entreprises. Ces textes sont souvent ont des aspects techniques qui sont un petit peu rébarbatifs. Hein. Donc, on n'a pas parlé, mais je crois qu'on va peut-être aussi, en conclusion, évoquer ce point. Il y a des efforts à faire au niveau de la formation et de la sensibilisation, je dirais, des citoyens, des internautes. On parlait que finalement nos données sont pillées, etc. Mais, souvent, sans s'en rendre compte ou par manque de sensibilisation, c'est l'internaute lui-même qui va livrer, qui va se déverser sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, il y a tout un travail aussi faut rendre faut faire davantage participer les citoyens. Je trouve que certains textes qui ont donné lieu à des débats citoyens, c'est extrêmement intéressant. Je pense à la loi Le Maire, il y avait une consultation publique et c'est aussi mieux prendre en compte la mise en œuvre de textes. Merci. Merci. Je passe la parole à Annabelle Richard à ce sujet. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors déjà, je suis à 2000% d'accord avec Madame Ferralchoul. Pour moi, surtout dans le domaine du digital, il ne faut pas légiférer dans l'émotion. Voilà. Alors, à chaque nouveau scandale, à chaque nouvelle découverte d'abus d'un tel ou d'un tel, la tentative ou la tentation, plus exactement, du gouvernement et du législateur, c'est de dire « je vais répondre aux inquiétudes légitimes de la population par un nouveau texte ». Sauf que le temps des lois et le temps du digital, déjà par essence, sont totalement en contradiction. Le digital va à 1000 à l'heure, là où le temps de la loi, quand on veut qu'elle soit bien faite, n'est pas du tout, enfin, est très très lent au contraire. Donc, vouloir courir après les tendances, courir après les scandales, courir après l'actualité, c'est déjà une tentation contre laquelle il est impératif de lutter. Deuxièmement, ça nous fait arriver avec cette succession de lois pour répondre à chaque fois à une problématique, mais sans prendre en compte l'intégralité du problème, de l'écosystème, etc. Donc, on a une espèce de millefeuille ou de patchwork de textes qui n'ont pas été réfléchis pour fonctionner ensemble et qui souvent ont l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire qu'ils offrent des petits trous de souris dans lesquels les gens qui ont vraiment envie de se cacher peuvent se cacher parce qu'ils jouent un texte contre l'autre. Alors voilà, ce texte-là me permet de faire ça, donc il va falloir monter au plus haut niveau pour dire que non, ce n'était pas l'intention de ce texte-là, il ne permet pas de faire ça pour réussir à sanctionner grâce au texte qui existait déjà. Donc ça, c'est vraiment un élément, je pense, extrêmement important dans la construction de la gouvernance du digital, c'est de
de légiférer lorsque c'est vraiment nécessaire, donc surtout pas dans la précipitation, dans l'instant et dans l'émotion, mais une fois qu'on a pu vérifier qu'effectivement l'arsenal législatif qui existe, et Mme Ferrachou et Mme Kemener l'ont très très bien expliqué, l'arsenal législatif existe, il y a extrêmement peu d'actions, de comportements, etc., qui en fait ne peuvent pas d'ores et déjà être sanctionnés. Et donc pour moi, il faut se concentrer sur deux choses. Madame Kemener l'a dit, travailler sur les aspects procéduraux, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui empêche d'agir extrêmement rapidement, c'est pas la loi, c'est de faire les choses selon les règles des codes de procédure diverses et variés. Voilà, de respecter toutes les étapes, alors que ce soit effectivement avec les commissions rogatoires internationales sur un plan pénal ou international, mais même quand on pense à la LCEN que mentionnait Madame Ferrachul, toutes ces actions-là, et j'adore le référé numérique, enfin, je sais pas ce qu'il recouvre, mais sur le principe, j'imagine que ça répondrait à beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, même un référé qui est censé être une action d'urgence, selon certains cas, vous n'allez pas avoir de date avec un juge avant des semaines, voire des mois, ce qui évidemment va à l'encontre du temps digital qui doit être extrêmement rapide et se compter en heures ou au plus en jours. Le deuxième élément qui a été évoqué par Mme Kemener et qui est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup au sein de Renaissance numérique, c'est l'éducation. Parce que pour que les droits existants puissent jouer à plein, il faut que les citoyens puissent s'en saisir. Et pour qu'ils puissent s'en saisir, il faut qu'ils les comprennent. Aujourd'hui, on passe énormément de temps à écrire des lois où on traite les individus comme des, excusez-moi pour l'expression, des débiles mentaux. Alors qu'on devrait investir ce temps et ces efforts au plus haut niveau de l'État dans la construction d'une vraie politique d'éducation numérique qui est la seule solution pour que les individus comprennent les conséquences juridiques et numériques de leurs actes. Je crois que c'est Mme Ferrachul ou peut-être vous, Mme Kemener, qui disiez que les individus déversaient eux-mêmes un flot de data absolument phénoménal en ligne. Ça ne veut pas dire que ces individus-là ne s'intéressent pas au respect de leur vie privée, ça ne veut pas dire qu'ils ne se sentent pas concernés par la protection de leurs droits, mais selon toute vraisemblance, ça veut probablement dire que, un, ils ne comprennent pas tous leurs droits, deux, ils ne comprennent pas nécessairement les conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme, sur le plan national ou sur le plan international, de leurs actions en ligne. Et là-dessus, on avait fait un sondage avec Renaissance numérique sur la perception qu'avaient les individus et la compréhension qu'avaient les individus de leurs droits au moment de l'entrée en vigueur du RGPD. Et alors, je suis désolée, ça date il y a quelques années maintenant, donc je ne pourrais plus vous le citer dans le détail, mais vous aviez à peine plus d'un tiers des individus qui disaient comprendre les droits qui leur sont donnés par le texte au titre du RGPD, donc le droit d'accès, de modification, de rectification, d'opposition. Sur le principe, la plupart des gens comprenaient que le texte leur donnait des droits, mais en quoi consistaient ces droits, comment les actionner? Alors là, ça devenait le grand flou pour la majorité des gens. Et c'est triste parce que tant que les individus ne comprennent pas les enjeux du numérique et les outils qu'on leur a donnés en face pour pouvoir se protéger utilement, on sera toujours dans un dialogue complètement déséquilibré et une relative inefficacité de l'ensemble des textes qui pourraient être adoptés. Merci. Oui, c'est intéressant. J'ai juste une petite parenthèse. J'ai fait pendant mon master en droit de l'homme un cours sur le Human Rights Education, ça s'appelait. Et c'était justement comment permettre aux individus de comprendre leurs propres droits. Et c'est un sujet, notamment dans la sphère numérique, qui était passionnant, j'ai trouvé. Et vraiment une différente façon d'approcher le droit. Je vais passer en 2 secondes. L'étude que je mentionnais, Jennifer Chrétien de Renaissance numérique vient de poster le lien dans le chat. Ah, super. Merci. Et je vais vous rappeler aussi de poser vos questions pour l'échange ensuite dans ce même chat. Je passe la parole à Madame Chassin à ce sujet.
Merci beaucoup. Non, je voudrais juste, pour continuer ce que vient de dire Madame Richard, c'est important notamment d'avoir des cours, enfin des éducations dès le plus jeune âge là-dessus. Je sais qu'il existe des permis Internet qui sont délivrés à l'école primaire, mais qui sont très superficiels. On leur a dit juste de faire attention s'il y a des messieurs bizarres, mais il y a de quoi aller beaucoup plus loin, effectivement, et c'est ce que font un certain nombre d'associations qui travaillent avec les rectorats, mais c'est vraiment important, je suis entièrement d'accord, d'éduquer aux droits de l'homme de façon générale et aux droits de l'homme à l'ère numérique tout particulièrement. Non, je voudrais juste pointer un tout petit détail, si vous le voulez bien, c'est qu'en fait, de l'orientation des discussions, ce qui m'apparaît, mais peut-être que je me trompe et auquel cas vous allez tous me corriger, mais ce qui m'apparaît, c'est qu'en fait, on n'a pas tellement un problème de gouvernance. Parce que finalement, la gouvernance, elle est relativement calée. Il y a le fameux forum sur la gouvernance de l'Internet qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est organisé tous les ans par les Nations Unies, qui s'est achevé là, il y a quelques semaines. Matériellement, ce n'est pas tellement un problème de gouvernance, parce que le fait que Internet soit libre, ne soit pas politisé, etc., finalement, tout ça participe de la gouvernance en tant que telle, et c'est relativement bien cadré. Le problème, finalement, qui apparaît au terme des échanges, me semble-t-il, c'est un problème de contenu. Tout simplement, de contenu et de savoir comment réguler le contenu. On parlait tout à l'heure des discours de haine. La notion de discours de haine, elle est très connue. On a la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui apparaît très tôt, dès la Commission européenne des droits de l'homme dans les années 50. On commence à avoir dès 57 l'idée de discours de haine, l'idée selon laquelle la liberté d'expression peut faire l'objet d'abus, notamment lorsque, ce que disait M. Cavada, on se met à dire que Adolf Hitler était un homme formidable, évidemment, non. Et là, effectivement, il y a de l'abus et on connaît les mécanismes depuis très très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Internet devient un vecteur qui va bien au-delà de la simple conversation dans un bar et devient véritablement un vecteur qui amplifie des phénomènes qui, jusqu'à présent, jusqu'à ce que Internet se généralise, deviennent effectivement, était un phénomène qui existait mais qui était très limité et devient un phénomène très important. Donc le problème, me semble-t-il, est un problème de contenu. Les outils juridiques, je suis entièrement d'accord, existent. Vous prenez une convaincue quand vous dites que le législateur ferait bien de réfléchir 3 fois avant d'adopter une loi à chaud. Je suis la première à le dire et tous mes étudiants savent parfaitement que je passe mon temps à expliquer qu'on ferait mieux de prendre le temps et d'appliquer ce qui existe. Déjà, ça irait beaucoup mieux. Mais matériellement, ce qui est malgré tout certain, c'est qu'il va falloir adapter un certain nombre de réponses. Je reprends le discours de haine. Il est clairement établi. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui, au fin fond de l'Arizona, est en train de dire que le génocide n'a jamais existé, comment fait-on effectivement aujourd'hui en France, alors que des lycéens français peuvent lire le post quelconque sur Facebook, qui sont en plein complotisme, comment fait-on effectivement pour lutter contre cela? C'est là, je crois, la discussion, ce n'est pas sur la gouvernance en tant que telle, c'est véritablement sur le contenu. Et j'achève juste avec un discours, des propos qui sont très intéressants, qui ont été tenus par dans un discours d'Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, qui justement, il y a quelques semaines, dans le Forum international sur la gouvernance de l'Internet, a fait un discours de conclusion qui était très intéressant, puisqu'il expliquait qu'à l'ère du Covid, Internet a été absolument indispensable. Il évoquait un chiffre qui est fascinant, qui est qu'un demi-milliard d'enfants ont été privés d'école pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et n'ont pu aller à l'école que grâce à Internet. Les chiffres sont absolument fascinants. Et, disait-il, dans le même temps, Internet, ces derniers mois, est devenu le lieu où l'on a trouvé le plus de complots, le plus d'incitation à la haine, disait-il, et le plus d'incitation à des émeutes. Et donc, ici, ce n'est pas vraiment un problème, me semble-t-il, de gouvernance, mais véritablement de contenu. Et la question, elle est ouverte, c'est comment maîtriser ce type de contenu. Arrête de parler. Monsieur Cavada, je vous laisse répondre aux propos de Madame Chassaing. Oh, réponse non. Je ne peux que saluer les 2 personnes qui ont mis l'accent sur le contenu. Encore une fois, la question des tuyaux n'est pas très intéressante. C'est vraiment tuyau, ou bien c'est du métal, ou bien dans ce cas précis, c'est du chiffrage. C'est du chiffre, mais ça n'a pas d'intérêt. Le vrai problème, c'est celui du contenu. Et d'ailleurs, à mon avis, ça soulève quelque chose de très, très important. Les juristes que vous êtes, notamment mesdames, autour de ce webinaire, avec raison, disent que les outils judiciaires pour sanctionner les débordements existent. La question, elle n'est pas la sanction, pour moi, elle n'est pas uniquement la sanction a posteriori, elle est la responsabilité a priori. Et moi, je crois que c'est Madame
c'est Madame Ferralchul qui l'a pointé du doigt. Je pense qu'il faut séparer le rôle de l'hébergeur de celui de l'éditeur. Éditer, c'est prendre une responsabilité de communiquer. Et par conséquent, moi, je pense qu'il faut travailler du point de vue juridique, j'insiste, à cette notion de responsabilité. L'hébergeur, c'est encore une autre chose. En effet, c'est compliqué. L'éditeur, il a une responsabilité. Et moi, ce que je cherche, c'est une responsabilité qui s'exerce automatiquement en T, c'est-à-dire avant. C'est-à-dire une sorte de ce que fait la presse, ce que fait de tout temps la presse, et vous conviendrez avec moi que ça n'a pas du tout obéré la liberté. La responsabilité va avec la liberté, mais la liberté se porte bien de la responsabilité d'édition. Madame Ferralchul, est-ce que vous souhaiterez ajouter quelque chose? Oui, Madame Richard comme Madame Kemener ont insisté sur le renforcement de la procédure. J'ai envie de mettre le niveau encore plus en amont en disant que la formation concertée des enquêteurs, des cybergendarmes, cyberpoliciers, des cybermagistrats, des cyberavocats. Si on était capable de reconstituer toute cette chaîne et d'apprendre à travailler tous ensemble, on ferait un grand pas en avant. Aujourd'hui, pour les contenus illicites, il y a la notification, hein, c'est la loi de 2004, il est possible de notifier un contenu. Alors, on a vu des améliorations à la marge, mais il y a un process et en fait, là où ça coince, c'est effectivement la rapidité d'intervention et on voit que petit à petit, les États ont envie de s'appuyer davantage sur les plateformes pour arbitrer et décider. Et je pense que quand on parle du problème de la gouvernance, je pense que la gouvernance, c'est où est-ce qu'il faut que le curseur reste positionné pour que l'État de droit conserve le contrôle. Je fais partie des personnes qui considèrent que le juge, dans un État de droit, c'est le juge qui est gardien. C'est à lui de prendre les décisions. Alors, j'entends que le juge n'a pas le temps de s'occuper des milliers, des millions même de messages à contenu illicite. Je comprends la disproportion, mais renvoyer directement à la plateforme ce rôle d'auto-modérateur est quelque chose de très troublant parce que ça veut dire... Alors aujourd'hui, on peut dire que les plateformes collaborent, peut-être pas suffisamment, mais les plateformes sont dans le dialogue. Mais imaginons un instant que l'un de ces acteurs prenne le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait un État de droit confronté à une société méga puissante qui peut décider et qui refuse d'exécuter les décisions, qui refuse de s'exécuter. Donc pour moi, la gouvernance, quand on aborde la question de la gouvernance, c'est là qu'elle se situe. C'est ce point-là. C'est où est le point d'équilibre. Et je pense personnellement qu'il y a un danger dans la volonté des États, de l'État de droit de déléguer de plus en plus. Alors, je crois que c'est Madame Chassin qui donnait l'exemple. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a aux États-Unis un débat sur la Shoah qui est interdit en France? Comment est-ce qu'on l'applique? C'est un vieux débat. Moi, j'ai plaidé ces dossiers. Ça remonte aux années 85-90. C'était les débuts, c'était les premières. Donc, ces affaires, elles tournent en boucle. Mais en fait, fondamentalement, c'est quoi le problème? C'est que nous avons l'impossibilité de faire respecter sur notre territoire des contenus qui sont licites peut-être ailleurs, mais qui ne sont pas licites au regard de notre loi. Donc, c'est une question de gouvernance. C'est comment je fais respecter? Comment est-ce que j'interdis? Et nous savons qu'aujourd'hui, technologiquement, on a les moyens de fermer. La meilleure preuve en est que si vous allez en Chine, vous n'avez pas accès à certains réseaux et que vous ne pouvez pas, vous avez la possibilité au niveau national de bloquer. Alors,
Ensuite, c'est une question de volonté politique de positionner les choses. Alors, encore une fois, lorsqu'on est dans un dénominateur commun sur lequel tout le monde s'accorde, la pédopornographie en est une illustration, tout le monde est d'accord. Mais si on arrive au propos, une injure publique, une injure publique, n'est pas du tout appréciée de la même manière selon les juges, sur le territoire national, selon que vous jugez au nord, au sud, a fortiori dans un autre pays. Donc, il y a une gradation à avoir et je pense que, comme toujours, on ne peut pas tout régler, mais on peut être pragmatique et prendre les problèmes les uns après les autres. Et je pense qu'il y a les contenus à connotation terroriste. Je pense que, comme toujours, l'Internet est capable du meilleur comme du pire. Si on s'intéresse au dark web, c'est toute l'horreur humaine qui est là. Toute l'horreur. Ce n'est pas Internet qui a créé ça. Ce sont des hommes et des femmes qui ont des comportements criminels, tout simplement. La traite des organes, la traite des humains, tout ce qu'on peut voir dans le dark web existe. Donc, il faut en être conscient et il faut s'attaquer là où est le mal. Et moi, j'ai été visiter le C3N, le centre de gendarmerie qui s'occupe de ces questions, qui font un travail absolument remarquable. On a des cybergendarmes, on a des cyberpoliciers, mais tout ça doit monter en puissance et un juge doit être capable de tenir un référé en quelques heures pour arbitrer et prendre des décisions. Il faut que la justice sur ce terrain-là, ça fait partie de la gouvernance, ça fait partie de l'état de droit. La justice est un pilier démocratique et sur ce terrain-là, on a besoin de renforcer l'accès aux juges, l'accès au droit. Merci. Allez-y. Comme on parle de justice, de rajouter un point, c'est quand même, suite à la loi Avia, ça sera mis en place à partir de janvier. C'est la création d'un pôle renforcé, à la fois de magistrats, d'assistants spécialisés, qui travaillera en direct avec la plateforme Pharos, la plateforme de signalement qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire. Donc, il y a une avancée, mais c'est vrai que le numérique perturbe les organisations. Et pendant longtemps, c'est vrai que la justice comprend bien que le numérique est transversal, mais il y avait un problème de positionnement. Donc, il y a une avancée en première instance de la création de ce pôle pour être davantage réactif. Le garde des Sceaux vient de publier une circulaire en ce sens. Par contre, en appel, pour l'instant, il n'y a pas de service spécialisé qui sera le pendant de la première instance. Voilà, donc il y aura encore des évolutions organisationnelles à effectuer prochainement. Merci. Je vous remercie tous pour vos interventions. J'aimerais bien passer à l'échange avec le public, étant donné que nous avons une question de Rémi qui a été posée. J'aimerais la poser ouvertement et voir ensuite qui aurait envie d'y répondre. Donc la question en fait se porte sur une décision annoncée récemment par Apple de renforcer les règles de ses appareils en matière de vie privée, qui limiterait les traçages publicitaires de Facebook et qui représente une part significative du chiffre d'affaires de Facebook. Donc Rémi pose la question, quel regard portent les intervenants sur les décisions annoncées? Faut-il y voir une réelle prise de conscience du capitalisme? J'aimerais bien passer la parole à Madame Ferral-Schul. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est une prise de conscience, mais il faut quand même rappeler que l'affaire Schrems, qui a été rendue récemment, en juillet dernier, force le dispositif. On arrive à des niveaux de sanctions pour non-respect du RGPD qui est suffisamment, des sanctions suffisamment dissuasives pour imaginer que tous ces grands acteurs se posent des questions et encadrent mieux le traitement des données personnelles. Je pense que sur ce point, il faut saluer quand même le travail absolument remarquable qui est fait depuis 30 ans. Je rappelle qu'il y a eu un travail considérable de la France. Encore une fois, la loi informatique
et liberté est un pilier. Le travail qui a été fait au niveau du groupe 29 par la France est tout à fait considérable. Le RGPD, qui est né en 2016, a un rôle c'est de la contamination positive. Regardez un petit peu partout dans les autres pays, sont nées des règles équivalentes, peut-être pas à même niveau, hein, la notion de niveau de protection adéquate, mais cette affaire, je ne sais plus quel est le montant de la sanction, mais qui a annulé l'accord d'adéquation, la décision d'adéquation entre la Commission européenne et les États-Unis, bien force cette prise de conscience et cette alerte. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme en matière d'écologie, d'environnement. Eh bien, en matière de données personnelles, vous avez de plus en plus d'entreprises qui, éthiquement, veulent être dans une situation de conformité, de renforcement et de sécurisation. C'est tout le problème des failles de sécurité et de cette prise de conscience que vous évoquiez vous-même un petit peu plus tôt. À plusieurs reprises, on a parlé de la nécessité de faire attention au déshabillage numérique. On est aujourd'hui dans ce retournement progressif qui fait que, eh bien, il y a la possibilité, le droit à l'oubli en fait partie, cette possibilité finalement de contrôler, parce que c'est ça, de contrôler ces données. Donc tous les acteurs qui peuvent contribuer à cela bien participent de cette prise de conscience collective. Merci. Est-ce que nous avons un autre intervenant qui souhaite intervenir à ce sujet? Non? Moi, je rajouterais peut-être simplement que pour moi, au-delà de la prise de conscience du capitalisme, c'est la démonstration du pouvoir des individus. Parce que je pense que la prise de conscience, elle est surtout sur le fait que de plus en plus de gens s'intéressent malgré tout à la protection de leurs données, à la protection de leur vie privée, et que des grandes marques, des géants du secteur comme Apple ont compris qu'il y avait un outil de communication, un outil de différenciation et oui, différenciation concurrentielle avec les autres géants du secteur à se positionner sur ce type de sujet. On a vu il y a quelques années comment Facebook, qui essayait de changer ses conditions générales d'utilisation, il y avait eu quelques articles qui étaient venus expliquer aux utilisateurs du système pourquoi est-ce que ces changements étaient inadmissibles, notamment en termes d'appropriation des droits de propriété intellectuelle sur toutes les photos, par exemple, qui étaient publiées, droits de propriété intellectuelle, mais aussi droit à l'image, etc. Les individus avaient réagi de façon massive en contestant et en s'indignant de ces nouvelles conditions générales, tant et si bien que Facebook a dû reculer, alors pas en annulant tout, mais en faisant quand même marche arrière sur un certain nombre des articles les plus problématiques. Donc ça marche quand ils sont épinglés par des associations de protection des consommateurs, mais ça marche aussi quand les utilisateurs du système d'eux-mêmes s'indignent et se saisissent d'un sujet. Et je pense que c'est la démonstration que plus on va instruire les individus, mais comme le disait Madame Kemener aussi, hein, tout l'appareil juridique, des magistrats, etc., les enquêteurs, enfin tout le monde, tous ceux qui sont confrontés à l'utilisation et à la régulation, plus ça aura d'impact et plus on pourra faire bouger les choses de façon significative. Merci. Je vais demander au public, sachant qu'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées à l'écrit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une toute dernière question en prenant la parole au micro? Je vais attendre 1 minute parce que ça dure souvent ça prend souvent un petit peu de temps avant que quelqu'un intervienne. Non? Bon, je vais me permettre de passer la parole donc pour clore. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Je suis François Mallet, je suis enseignant dans une université, dans plusieurs universités écoles de commerce.
Je me suis permis d'envoyer un petit message dans le au sujet plus de Facebook. Vous avez, les uns et les autres ont parlé récemment. Il faut savoir que Facebook, depuis l'audition par Mark Zuckerberg lui-même au Sénat américain en avril 2018, dans le cadre de l'affaire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Cambridge. J'ai une étude de cas pour mes étudiants, l'affaire qu'on a appelée à l'époque Cambridge Analytica. Absolument. On appelle en deux mots le contexte, c'était le siphonnage et le piratage de 87 millions de comptes Facebook par une société de marketing politique qui s'appelle Cambridge Analytica, qui est basée en Angleterre et aux États-Unis, et qui a donné lieu ensuite à une campagne très agressive d'envoi de messages publicitaires très ciblés sur un certain nombre de millions d'Américains dénonçant à l'époque, donc c'était en 2016, hein, à l'époque, oui, donc, critiquant très fortement la campagne de Hillary Clinton pour la dénigrer, puisque c'était Cambridge Analytica, c'est connu de longue date. C'était un média, il a été mis en faillite en 2018, c'était un média à l'époque financé par des soutiens du Parti républicain, notamment Robert Mercer, le milliardaire américain qui soutient les républicains, et Steve Bannon, qui est de la proximité avec Donald Trump. Tout ça pour dire, cette campagne média très agressive a ciblé donc ces millions d'Américains avec des publicités pour beaucoup mensongères, et a donc conduit à, pour moi, une des plus grosses affaires de la politique mondiale, qui a conduit à influencer l'élection américaine de 2016 et donc à élire notamment Donald Trump. Il y a eu des auditions, comme vous le savez, par le Sénat. Monsieur, excusez-moi, quelle est votre question, s'il vous plaît, parce que le temps est compté, on aimerait que vous puissiez adresser votre question. Oui, ben, très bien, j'y viens. Ma question, donc, depuis que Facebook a été reconnu comme un éditeur et non comme un hébergeur, un éditeur, c'est un média, il a reconnu lui-même en avril 2018 un éditeur, donc il a la responsabilité, comme n'importe quel média traditionnel, de modérer, hein, d'assurer la modération de toutes les personnes qui publient sur Facebook. Et 2,4 milliards potentiellement d'utilisateurs de Facebook. On va dire qu'ils ne font rien. Je pense qu'ils font un certain nombre de choses, ils modèrent un certain nombre de choses, mais on voit bien que parfois, ils mettent bien longtemps, par exemple plusieurs heures, parfois plus de 24 heures, des fois pas du tout, pour supprimer ou modérer des propos, vous l'avez dit vous-même, des propos haineux, des propos racistes, des propos d'appel au meurtre, etc. Ce que je considère très grave. Est-ce que juridiquement, le droit américain ou le droit français, je ne sais pas, ou le droit européen peut faire contre cela? Alors, moi je voudrais bien répondre, si vous voulez bien un instant. Enfin, non pas répondre, mais compléter, si vous m'y autorisez. Allez-y, allez-y. Ah, merci. Premièrement, l'exemple que vous choisissez, monsieur, il est formidablement intéressant. Vous pourriez d'ailleurs aller plus loin. C'est que dans le rapport de force qu'entretiennent les plateformes d'une part et le public d'autre part, on n'a pas mentionné ça ce soir parce qu'on ne peut pas tout dire, il y a la confiance. La conséquence du scandale de Cambridge Analytica a été que Facebook a plongé en bourse en une semaine d'une façon vertigineuse. Par conséquent, les citoyens et les États disposent d'une arme importante pour faire progresser, je dirais, la responsabilité des éditeurs, c'est la confiance. Et il ne faut pas hésiter à attaquer la confiance si on veut mettre les gens autour d'une table. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner dans cette affaire, c'est qu'elle est extrêmement instructive parce qu'en effet, comme vous venez de dire, monsieur, en gros, c'est 24 à 36 heures pour, avec des, entre guillemets, modérateurs, supprimer un contenu. Mais le mal est fait. Par conséquent, il faut avoir des outils de réaction beaucoup plus rapides. Moi, je suis partisan que les country by country, comme on dit, c'est-à-dire que les modérateurs siègent dans un pays dont ils connaissent la langue pour modérer instantanément les contenus qui sont illicites. Il faut donc que toutes ces choses avancent ensemble, mais l'exemple de Facebook et de Cambridge Analytica est formidablement intéressant. Vous avez juste oublié de mentionner que l'on a longtemps soupçonné, la BBC en a d'ailleurs beaucoup parlé, l'argent russe qui était arrivé entre les mains de M. Farage, le nationaliste britannique, auteur du Brexit avec Johnson, et que ceci n'est pas étranger à cela. Donc on voit bien que c'était vraiment là des dégâts terribles dans l'intrusion de cette campagne électorale américaine. Merci. Merci, M. Cavada.
pour votre réponse. Et merci merci à François également pour cette question. Je vais me permettre de passer la parole à Monsieur Bushman, qui est donc avocat et président de la Commission internationale du Conseil national des barreaux, je le rappelle, pour clore notre Diplolab. Oui, merci beaucoup à notre modératrice. Alors, après avoir remercié nos brillants intervenants, je voudrais conclure avec 2 observations, si vous permettez. La première, c'est une heureuse coïncidence. Ce deuxième Diplolab se tient le jour où 70 entreprises, dont Google et Facebook, dont on vient de parler, mais pas Apple ni Amazon, ont rejoint l'appel Tech for Good, lancé par le président Macron. L'objet de cet appel, je le rappelle, est double. Faire d'Internet un espace libre, ouvert et sûr au plan mondial, mais aussi que les entreprises signataires de cet appel consentent à une juste contribution aux impôts dans les pays où elles exercent. Ça me paraissait important de marquer cette coïncidence. La deuxième observation que je voulais faire, c'était de rappeler que le premier Diplolab s'est tenu le 16 novembre et avait pour thème l'état de droit face aux régimes autoritaires. Alors, le Conseil national des barreaux a ainsi débuté un partenariat que nous estimons très fructueux, en tout cas très porteur, avec l'Institut Open Diplomacy. Je souhaite qu'en 2021 et au cours des 2 années suivantes au moins, ce partenariat se poursuive, car nous pensons qu'il est important pour nous les avocats de dialoguer avec les plus brillants éléments de la société civile à propos de problèmes géopolitiques contemporains comme celui qui a été évoqué ce soir. Alors encore un grand merci à Thomas Friand et à son équipe et nous nous réjouissons de cette collaboration que nous pensons encore une fois extrêmement fructueuse. Merci à tous. Et merci à vous. Merci beaucoup Louis pour ces mots extrêmement touchants. On est non seulement on finit sur une note amicale et en plus de ça on finit dans des temps qui permettent à la présidente Ferrell-Schulz qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir d'être parfaitement à l'heure pour sa prochaine intervention. Je voudrais en profiter pour dire un grand merci au CNB de nous avoir fait confiance pour mener à bien cette initiative. On l'a vu encore ce soir avec des interventions extrêmement riches, énormément à creuser pour continuer d'aller dans tous les recoins de ces réflexions qui sont à mi-chemin entre les aspects juridiques et les aspects géopolitiques. Je voudrais vous rejoindre, Louis, dans ce vœu de poursuivre les travaux. Ça se fera en temps et en heure quand le processus démocratique interne du CNB sera venu à son terme dans le bon respect des principes qui ont animé nos réflexions. Mais avec grand plaisir, on espère que ce public se retrouvera aussi nombreux. Et